Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque congestive. Et pour que ce soit vraiment digeste, on ne va pas voir ça comme une simple maladie. Non, on va l'aborder comme un système de pompe mécanique hyper complexe qu'on va littéralement rétro-ingénierer ensemble. Il est grand temps de soulever le capot et de comprendre la mécanique de ce moteur vital de manière hyper structurée. Bon, jetons un œil au programme. On va y aller étape par étape. 1. La pompe cassée. 2. La physique de la pompe. 3. L'autocorrection défectueuse. 4. La visualisation de la mécanique. 5. Les solutions de l'ingénieur. Et enfin, 6. L'évaluation des dégâts. Promis, aborder cette physiopathologie très dense sous cet angle mécanique va rendre le tout super limpide. Première section, la pompe cassée. Définition l'insuffisance cardiaque et ses causes. Comme dans toute bonne démarche d'ingénierie, il faut d'abord définir le problème avec précision avant de sortir la boîte à outils pour réparer la machine. L'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, c'est le résultat combiné d'une insuffisance cardiaque chronique et des tentatives désespérées du système neuro-humoral pour compenser ce manque. Et tout ça cause un immense embouteillage, une vraie congestion. Si c'est le ventricule gauche qui flanche, le sang stagne en amont, créant une congestion veineuse périphérique, comme un œdème pulmonaire par exemple. Si c'est le ventricule droit qui lâche, la congestion devient systémique. On va observer de la cite, une congestion hépatique ou parfois un œdème périphérique. Et quand les deux lâchent en même temps, c'est la faillite généralisée. Il faut garder en tête que cette défaillance repose systématiquement sur 4 grands mécanismes. Une surcharge de pression, une surcharge de volume, une défaillance du muscle myocardique lui-même, une défaillance de la phase diastolique et enfin des dysrythmies cardiaques. Pour bien comprendre ce qui casse cette pompe, on doit passer au crible chaque pièce du système. Voici un tableau exhaustif des causes sous-jacentes et on ne va absolument rien laisser de côté. Du côté de l'insuffisance systolique, le grand coupable, c'est la cardiomyopathie dilatée. Pour la diastolique, la liste est un peu plus longue. On retrouve l'épanchement péricardique, la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiomyopathie restrictive, sans oublier l'hyperthyroïdie. Si on regarde du côté des valves, on a l'endocardiose, l'endocardite, la dysplasie valvulaire et la sténose valvulaire. Les problèmes de rythme, sans grande surprise, incluent les bradyarrhythmies et les tachyarrhythmies. Et enfin, au niveau des shunts cardiovasculaires, on compte la persistance du canal artériel, la communication interventriculaire et la communication interauriculaire. C'est vraiment la cartographie clinique complète qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Deuxième section, la physique de la pompe. Parlons de résistance, de débit et de charge. Maintenant, plongeons dans les mathématiques pures et la physique stricte qui régissent notre pompe cardiovasculaire. Le cœur génère 2 choses vitales, de la pression et du débit, et il faut un équilibre parfait entre les deux pour maintenir les organes en vie. La formule de base est incontournable. La résistance vasculaire, c'est la pression divisée par le débit. Cliniquement parlant, c'est un véritable jeu d'équilibriste. Par exemple, si on a une vasoconstriction artérielle, ça améliore la tension, super, mais ça fait chuter le flux sanguin et donc la perfusion des tissus. A l'inverse, une vasodilatation fait baisser la tension, mais va améliorer ce fameux flux vers les tissus. C'est l'un ou l'autre. Le débit cardiaque, de son côté, c'est tout le sang qui est propulsé vers l'avant par le cœur. L'équation ici est très simple, le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque. Et ce volume d'éjection est lui-même dicté par 3 paramètres mécaniques fondamentaux qu'on va définir tout de suite, la précharge, la post-charge et la contractivité. Commençons par la précharge. Il faut imaginer ça un peu comme la tension sur un élastique. C'est l'étirement ou la charge appliquée sur la fibre myocardiaque juste avant qu'elle ne se contracte. On utilise la pression auriculaire pour mesurer ça en clinique, un principe magnifiquement décrit par la fameuse courbe de Frank Starling. D'ailleurs, il y a 2 facteurs extracardiaques majeurs qui jouent un rôle clé sur le retour du sang veineux vers le cœur. D'une part, la résistance vasculaire périphérique, qui dépend du tonus artériel et de la viscosité du sang, et d'autre part, la pression moyenne de remplissage vasculaire, dictée par le volume vasculaire total et le tonus des veines. Ensuite, on a la post-charge. Ça, c'est la résistance que le cœur doit réussir à vaincre. Plus précisément, c'est le stress ou la charge maximale que subit la paroi du ventricule pendant qu'il se contracte, pendant la systole. Le concept central à retenir ici, c'est qu'il y a une relation inversement proportionnelle. Pour une même quantité d'effort du cœur, plus la post-charge augmente, plus le volume d'éjection et le débit cardiaque vont chuter. C'est purement mathématique. Et cette image illustre brillamment comment cette physique s'applique directement sur la paroi du cœur à travers ce qu'on appelle la relation de Laplace. Cette équation montre que le stress de la paroi, qui correspond donc à notre fameuse post-charge, se calcule en multipliant la pression systolique par le rayon du ventricule, le tout divisé par l'épaisseur de la paroi. Autrement dit, la post-charge dépend énormément de la pression systolique, qui est elle-même impactée par l'impédance de l'aorte, sa rigidité en fait, et par la résistance vasculaire périphérique dont on vient de parler.
Le troisième et dernier déterminant majeur, c'est la contractilité. C'est littéralement la force de frappe intrinsèque du muscle cardiaque, sa capacité à raccourcir ses fibres de manière totalement indépendante de la précharge ou de la post-charge. Cette puissance motrice est modulée par le tonus sympathique de base via les récepteurs β1 qui gèrent l'afflux de calcium indispensable pour déclencher la contraction. En toute logique, une perte de masse myocardiaque va faire chuter cette contractilité. A l'inverse, si le muscle s'hypertrophie, la contractilité augmente, du moins jusqu'à une certaine limite. Troisième section, l'autocorrection défectueuse ou la fameuse réponse neuro-humorale. Nous voilà arrivés au tournant de notre histoire mécanique, le moment précis où ça déraille. Le corps réalise que la pompe est cassée et essaie de la réparer lui-même. Mais en fait, il va aggraver la situation de façon complètement catastrophique. Ce fiasco se déroule en 3 étapes bien précises. 1. Tout part d'une lésion cardiaque ou d'une insuffisance. Ça crée une énorme surcharge hémodynamique sur le cœur, qui peut prendre 2 formes, soit une surcharge de pression, due par exemple à des valves sténotiques ou à une hypertension, soit une surcharge de volume, typique des insuffisances valvulaires ou des shunts. Étape 2. Cette surcharge déclenche en urgence l'activation des réponses neuro-humorales. Et l'étape 3 s'installe, c'est-à-dire une surcompensation qui va s'avérer désastreuse. Accrochez-vous car le corps sort l'artillerie lourde. D'abord, il active le système rénine-angiotensine pour forcer une vasoconstriction et faire grimper la pression. Ensuite, l'aldostérone entre en jeu pour retenir massivement le sodium et l'eau. Le système nerveux sympathique s'emballe, provoquant encore plus de vasoconstriction et augmentant la fréquence et la contractilité du cœur. La vasopressine est aussi libérée pour retenir encore plus de volume d'eau. Face à ce chaos absolu, le peptide natriurétique auriculaire essaye désespérément de faire l'inverse en induisant une vasodilatation. Mais le combat est perdu d'avance. En même temps, on observe une hypertrophie du myocarde qui essaie de frapper plus fort. L'effet cumulé de tout ça, dramatique. Les pressions veineuses crèvent le plafond, le sang s'accumule massivement dans les poumons ou la périphérie, et la vasoconstriction artérielle finit par couper littéralement la perfusion des tissus. C'est ce blocage complet que l'on appelle l'insuffisance cardiaque congestive. 4e section, visualisation de la mécanique avec les graphiques du débit cardiaque. Ce qui est vraiment passionnant avec cette prochaine image, c'est de voir toutes ces mathématiques et cette physiologie complexe être tracées visuellement. On remarque très clairement que le débit cardiaque réel, c'est toujours le point d'intersection exact entre la courbe du débit cardiaque et la courbe du retour veineux. Et attention, ce sont des équilibres très dynamiques. Les facteurs extracardiaques qu'on a évoqués, comme les changements de volume qui modifient la pression moyenne de remplissage ou les variations de la résistance vasculaire périphérique, déplacent sans arrêt ces courbes. Et ça modifie de façon mécanique la précharge et ça déplace le point d'intersection de notre système de pompe. Si on isole spécifiquement les effets de la contractilité, la dynamique est super intéressante. Une augmentation de la contractilité, ce qu'on cherche très souvent à faire en clinique en donnant des médicaments inotropes positifs, pousse littéralement la courbe du débit cardiaque vers le haut et vers la gauche. A l'inverse, si le cœur perd en contractilité, la courbe s'effondre inévitablement vers le bas et vers la droite. Et voici la déviation pathologique ultime sur la courbe de Frank Starling. C'est très révélateur. À cause des lésions chroniques du cœur et du véritable barrage créé par les réponses neuro-humorales excessives, on assiste à un déplacement dramatique vers le bas et vers la droite. En comparant simplement la courbe normale à celle de l'insuffisance cardiaque congestive, on voit parfaitement comment une pression auriculaire excessive, qui est la source de la congestion, vient s'associer à un débit cardiaque qui est, à la base, complètement diminué. 5e section, les solutions de l'ingénieur, ou nos stratégies de traitement clinique. Bon, une fois qu'on a bien compris cette mécanique défaillante, comment est-ce qu'on intervient en clinique pour corriger le tir ? L'objectif, c'est d'optimiser les performances en manipulant précisément les variables du débit cardiaque. Voici la stratégie complète. 1. On réduit la précharge, donc la congestion veineuse, en diminuant le volume vasculaire via des diurétiques ou une restriction sodée, ou bien en utilisant des vasodilatateurs veineux. 2. On améliore le débit cardiaque. Pour ça, on réduit la précharge, on booste la contractilité avec des inotropes positifs, qui sont particulièrement indiqués en cas de dysfonction systolique, et on réduit la post-charge avec des vasodilatateurs. 3. On normalise la fréquence et le rythme en identifiant et en traitant les dysrythmies sous-jacentes. Et 4. On ralentit la progression inéluctable de la maladie en freinant la réponse neuro-humorale, en s'appuyant notamment sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les antagonistes bêta. Un point absolument vital qu'il ne faut surtout pas oublier, la fluidothérapie. Dans ce contexte, c'est une manipulation d'une extrême délicatesse. Les buts sont très clairs, il faut réduire les fluides accumulés, diminuer la rétention de sodium et d'eau, le tout sans jamais sacrifier la bonne perfusion des tissus. C'est un véritable défi. Pour répondre à ces contraintes strictes, seuls 2 fluides intraveineux sont normalement administrés aux animaux en insuffisance cardiaque congestive.
On a le dextrose à 2,5% dans du chlorure de sodium à 0,45% et le dextrose à 5% dans l'eau, qu'on appelle très couramment le D5W. 6e et dernière section, l'évaluation des dégâts avec la classification clinique. Après avoir disséqué la mécanique et les traitements, il nous faut un outil solide pour classer rigoureusement l'état de notre patient. Sur le terrain clinique, le système qui a largement fait ses preuves, c'est celui de la New York Heart Association, la NYHA. C'est un modèle qui vient directement de la médecine humaine et il guide brillamment les cliniciens. La classe 1 nous indique l'absence de limitation évidente à l'exercice. La classe 2, elle, signale une légère limitation ou une toux déclenchée lors d'activités physiques de routine. La classe 3 décrit un patient qui est globalement confortable au repos, mais chez qui les signes cliniques explosent au moindre effort. Et enfin, la classe 4, c'est vraiment l'état critique. Les signes de défaillance sont évidents même au repos, rendant tout exercice sévèrement limité. Ce qui nous amène à une réflexion finale absolument cruciale pour clôturer ce décryptage. Maintenant que l'on maîtrise ces rouages mécaniques, ces courbes de pression complexes et cette fameuse cascade neuro-humorale qui vient tout compliquer, comment toutes ces variables vont-elles pouvoir être manipulées de façon ultra ciblée lors du prochain cas d'urgence d'insuffisance cardiaque? C'est ça le défi passionnant de l'ingénierie médicale au quotidien. Merci d'avoir suivi cette analyse.